Le leak qui permet de faire sortir la personne qui écoute en fait les fans de la boucle du streaming légal et on va les amener dans des boucles de streaming illégales entre guillemets. Quand ça leak, toute la partie promo, marketing, tous les deals que tu as avec les plateformes, etc., tout est remis en question. Et avec un clic, on peut leaker et puis on peut quand même niquer la carrière de quelqu'un, c'est quand même une dinguerie. Et donc on voit que la menace potentiellement se déplace et pas juste au moment où je distribue le CD. Parfois les artistes vont eux-mêmes acheter des streams pour pouvoir être mieux référencés dans les tops. Finalement le leak ça peut rester une activité parmi d'autres activités criminelles. Le problème c'est pas vraiment le hacker, c'est le commanditaire. Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle émission Table ronde des experts, cette fois-ci en partenariat avec Believe. On va parler d'un sujet assez particulier, mais surtout on a des intervenants particuliers qui vont pouvoir se présenter. On va parler de l'industrie musicale, la vérité derrière les leaks à répétition. Cette fois-ci, on a deux acteurs de la cybersécurité et deux acteurs de l'industrie musicale pour pouvoir nous éclairer sur ce sujet. Je vais d'ailleurs leur donner la parole pour pouvoir se présenter à vous avant de commencer les échanges. Zakaria ? Bonjour Yasmine, bonjour à tout le monde. Donc Zakaria Rachid, moi je suis le CISO de Believe. Donc je m'occupe de tout ce qui est cybersécurité dans le groupe. Bien-aimé. Bonjour, Diadam, bonjour tout le monde. Merci de nous recevoir. Alors moi je suis Diadam, je suis présidente d'Africa Music and Charts et avant ça j'ai travaillé pendant plusieurs années au Centre national de la musique où j'étais responsable du pôle en charge des études. Pierre-Hugues. Bonjour tout le monde, enchanté. Alors moi je suis polymathe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Scientifique de formation, neuroscientifique. Et artiste. Là récemment, ça fait quelques années. Et on développe tout ça petit à petit, quoi. Et Julien. Bonjour à tous, donc Julien Homer, donc moi je travaille avec Zakaria chez Believe, je suis ingénieur sécurité, et donc j'interviens sur tous les sujets qui touchent de près ou de loin la sécurité, que ce soit offensif, défensif, réponse à incident, etc. Voilà. Eh bien, merci. Donc, on va parler justement de cette question des leaks, donc de la sécurité dans l'industrie musicale. Alors, pour recontextualiser un petit peu, l'industrie musicale représente près d'1 milliard d'euros en France, donc ça tire 75% de ses revenus du streaming. Ce qui donc nous laisse penser que c'est une industrie normalement qui est assez digitalisée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? On commence par qui ? Vas-y, Diadam, je t'en prie. Diadam. Oui, complètement. Aujourd'hui, on est à 1,031 milliard, je crois, si je suis les derniers chiffres du SNEP qui sont sortis début mars. Et sur ces chiffres, on est à 668 millions, je pense 664 qui proviennent du streaming. Donc, majorité au streaming. Je pense qu'il faut quand même pas qu'on amoindrisse le physique parce qu'on a quand même un retour du vinyle ces dernières années, l'objet, etc. Voilà, c'est la consommation, la façon d'écouter. Mais oui, on est complètement digitalisé. On a des plateformes qui sont quasi toutes présentes sur le territoire. La France est de mémoire le 6e marché mondial. Donc oui, complètement. Je pense, je rajouterais que c'est un oui et non, dans le sens où je pense que les créateurs, et je me demande, je me tourne vers PH, peut-être qu'il pourra nous éclairer là-dessus, mais les créateurs, ils utilisent des outils, ils ont accès à des outils de création, on va dire, numérique, etc. C'est rentré dans les mœurs depuis bien longtemps. À mon époque, on faisait des trucs avec Hip Hop EJ, Fruity Loop, etc. Je pense que ça ne doit plus exister, ou ça doit encore exister, GarageBand, ce genre de choses. Moi, je suis vraiment le noob de la musique. Et autant les artistes ont accès à ça, autant je trouve quand même que l'industrie est dépendante du numérique, mais toutes les entreprises ne sont pas au même niveau technologique et elles vont beaucoup s'appuyer sur des acteurs tiers. Elles vont s'appuyer sur des acteurs pour la distribution, pour la création, etc. Et il n'y a pas 30 000 aujourd'hui sociétés qui est complètement numérisée, qui a numérisé tous ces process, etc. Et souvent, c'est des tiers extérieurs, etc. Et souvent, pour la sécurité, c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises, etc., qui prennent la sécurité au cœur du sujet. Alors justement, quand on parle de digitalisation, forcément, on va parler de cybersécurité, ou en tout cas de sécurité numérique. Et donc, ce que j'ai cru comprendre en regardant un petit peu cette industrie musicale, c'est qu'elle était frappée
par des craintes autour de leaks de morceaux, de compositions, de morceaux artistiques. Notamment en 2002, donc on a constaté une vague massive de leaks de musique de rap aux États-Unis. Près de 300 morceaux inédits ont été touchés. Et très dernièrement, l'année dernière, on a Playboi Carti qui avait été au centre de l'attention avec des leaks liés notamment à son dernier album. Alors, toi, en tant que musicien, est-ce que c'est une crainte que tu as ? Moi, ce qui me fait flipper, c'est l'évolution dans le sens où, dans les années 90, il y avait des vols de master, mais c'était plus concret. C'était pas on va sur une box et avec un clic, on peut leaker et puis on peut quand même niquer la carrière de quelqu'un, c'est quand même une dinguerie. Donc moi, je suis à la fois attiré dans le sens où si on leak mes sons, c'est que je suis attendu. Donc ça veut dire que j'ai pété. Donc si on leak mes sons, c'est plutôt positif. Mais là, pour l'instant, je pense pas que quelqu'un ait les leaké, donc moi, je vois ça plutôt comme puis des défis aussi, parce que il y en a, je pense qu'ils ont une armée derrière pour protéger les sons. Et puis il y a des challenges pour les hackers. S'ils arrivent à leaker tel ou tel artiste, c'est qu'ils sont bons, donc ils vont être repérés par des organismes et des trucs. Et moi, je vois ça plus comme un genre de Jeux Olympiques, quoi. Genre c'est des challenges qu'on peut fixer aux hackers. Puis s'ils arrivent à leaker des sons qui sont vraiment beaucoup attendus, ça leur fait un bon CV, quoi. Donc en fait, il y a du bon, du moins bon. Je vois ça sous forme de relief. Je ne saurais pas me positionner. Donc pour toi, ce ne serait pas une crainte. Tu le verrais comme quelque chose de positif potentiellement. Ça existera toujours, donc c'est une crainte, oui et non. C'est comme des fois ceux qui ont des grandes villas avec des alarmes et tout. Genre si les brigands ils sont vraiment formés et puis ils veulent braquer le truc, ils se challengent et puis ils vont quand même y arriver. Donc je suis positionné au milieu. Et justement, est-ce que vous partagez, vous, cet avis ? Est-ce que vous pensez qu'un leak, ça peut être perçu comme quelque chose de positif ? Et si ce n'est pas le cas, quels sont justement les points négatifs ? Qu'est-ce qui se passe quand on a un leak de musique ou de morceaux attendus ? Je suis assez d'accord avec ce que disait Pierre Hugues. Je voulais faire mon petit topo sur Radiohead, donc je vais le faire. C'est assez intéressant. Ce que tu disais, c'est hyper vrai, c'est que ça a toujours existé. On parlait, tu mentionnais les leaks de morceaux de rap aux États-Unis, début des années 2000. Il y a une personne notamment qui est très connue, qui travaillait dans une usine justement de pressage de CD, et juste avec par réseautage avec quelques personnes, ils ont réussi à sortir à leaker plus de 2000 albums, ce qui est juste considérable. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ça touche vraiment, comme tu disais, les gros artistes, c'est-à-dire que personne n'est à l'abri. Et dans le cas de Radiohead, c'est assez intéressant parce qu'ils ont essayé de s'adapter. À la fin des années 90, ils ont un album qui est sorti sur Napster au moment où justement le peer-to-peer commençait un peu à exploser. Et eux, ils ont eu cette approche-là. Ils ont dit, ok, finalement, ça nous dérange pas tant que ça parce que justement, c'est une forme de promotion de la musique qu'on avait un petit peu perdue. Et les gens, du coup, ça a incité les gens, les fans, à aller racheter l'album. Ce qu'ils ont fait pour l'album suivant, la maison de disques, en fait, pour éviter les fuites, ils ont hésité un Walkman qu'ils ont fondu dans de l'époxy. En fait, ils en ont fait pour éviter que les journalistes puissent sortir le nouvel album. Enfin, c'est hyper intéressant. C'est que du coup, ils avaient mis en place des mesures physiques pour se dire, ok, ils en ont édité peut-être 1 millier qu'ils envoyaient en mode promotion. Bien sûr, si on peut jouer la musique, quand même des gens ont réussi. Et donc, Radiohead, c'est un très bon exemple parce qu'ils ont essayé de s'adapter, ils ont continué l'album suivant, ils l'ont sorti, ils l'ont mis en gratuit, entre guillemets, ils laissaient les gens payer ce qu'ils voulaient. Et puis en 2019, ils se sont revictimes d'une fuite de données où là, ils ont perdu peut-être une vingtaine d'heures de sessions des années 90 sur un espace de stockage cloud. Et là, du coup, on voit que la menace a évolué puisque du coup, là, c'est plus ok, je le mets à disposition des gens pour que tout le monde puisse en profiter. Là, ils se sont fait, c'était vraiment en mode rançon. La personne a demandé de l'argent et ils ont encore pris le contre-pied et ils ont en fait ressorti les sessions pour les fans. Et du coup, ils ont mis, ils ont pas payé, quoi. Donc, c'est très intéressant. C'est effectivement en fonction de comment on le voit. C'est ça. Mais je me posais la question, je me demandais si finalement, quand tu as un leak de cette nature, t'as pas une perte financière quelque part ? Ou pas du tout, c'est pas lié, c'est pas corrélé ? Si, ça peut. Je pense qu'il y a des exemples, Zach, ou même... Oui, enfin, ce qui est intéressant, je pense, dans ce que tu dis, c'est la partie contre-pied, tu vois. Donc, même au-delà de la perte financière, il faut savoir que quand on sort un album, généralement, on l'envoie 3 semaines, tu vois, avant la sortie. Il faut au moins qu'il soit dans les tuyaux à cette période-là, tu vois.
Et encore, parfois, tu as des précommandes, etc., etc. Donc, en effet, quand ça leak, toute la partie promo, marketing, tous les deals que tu as eu avec les plateformes, etc., bah, tout est remis en question. Donc, avant de penser à la partie financière, tu as aussi tous les partenariats sur la sortie du titre ou de l'album, etc., qui ont été prévus, qui tombent à l'eau. Donc, c'est bien de le prendre de façon positive, mais en effet, tu peux avoir un problème de calendrier après sur ce sur quoi tu t'es engagé, en tout cas avec tes partenaires. Ouais. S'il y a leak et qu'il n'y a pas de promo et d'effet boule de neige, Ouais. bah là, il y a double perte. Ouais. C'est ça. Et l'autre point, nous, qu'on a observé dans notre R&D et dans nos recherches, alors c'est un grand mot pour dire tous les travaux que Julien et l'équipe font, c'est aussi que aujourd'hui, tu l'as rappelé, en fait, les écoutes et les rémunérations, elles se font via le streaming. Principalement pour tous les artistes, qui soient des artistes à plusieurs centaines de milliers d'écoutes ou moins ou plus, etc. Ça se passe par le streaming. Et ce qu'on a observé, c'est que souvent, en fait, le leak qui permet de faire sortir la personne qui écoute, en fait, les fans de la boucle du streaming légal, et on va les amener dans des boucles de streaming illégales, entre guillemets, mais qui sont à la main de pirates et qui ne permettent pas de rémunérer les artistes. Donc on a travaillé sur beaucoup de sujets comme ça, où on a fait ce qu'on appelle, on a fait des demandes de takedown, etc. Et ça ne bénéficie pas qu'à Believe, ça bénéficie à l'ensemble des artistes en réalité, et à l'ensemble de l'écosystème, puisqu'on trouvait des DSP, en fait, des plateformes de streaming illégales qui appartenaient à des pirates qui leakaient tel ou tel son dans telle ou telle région. Et les gens qui sont fans et qui veulent écouter les sons avant qu'ils sortent, bah, finalement, ils consommaient cet album peut-être X fois ou N fois sur ces plateformes de piratage qui peuvent prendre des formes de groupes Telegram, par exemple, ou de sites internet complètement faits. On en a vu qui ressemblaient limite au plus grand. Et l'artiste ne reçoit rien, n'est pas rémunéré, etc. Et donc, dans ce cas-là, il y a la perte sèche. Ensuite, comme tu le rappelais, tu as tout ce qui est marketing, etc. Alors, moi, je sais que System of a Down, alors ma mère m'avait acheté, j'ai un peu honte, j'aimerais bien passer pour le rebelle, mais c'est ma mère qui m'avait acheté Still This Album quand j'étais ado. Mais il y a toute une notion de marketing, etc. Ils en jouent, ils étaient quand même à un niveau où le nu metal avait encore le vent très en poupe. Donc ils jouaient de cette image un peu sulfureuse, voler mon album, etc. Streamez-moi. Un peu comme du Didier Super aussi chez nous, en branchouillard, qui joue beaucoup de ce côté entre la gratuité et le fait qu'il est rémunéré sur des concerts, etc. Mais en tout cas, c'est inscrit dans la stratégie marketing. Il y a d'autres groupes artistes, etc., qui, eux, ont un lien spécifique avec leur création, avec leur art. Et ce que tu disais tout à l'heure, Pierre, finalement, le perdre parce que tu as un lien Box, ou Dropbox, ou WeTransfer, ou que sais-je, qui n'est pas sécurisé, ou Smash, etc., et que tu perds ta création, ça touche à l'intime quelque part, et ça peut même angoisser et créer des risques psychosociaux. Ouais. Justement, c'est ce que j'allais te demander. C'est vrai que j'ai parlé des leaks parce que c'est ce qui fait le plus de bruit. Forcément, ça sort dehors et donc tout le monde en parle. Et tu parlais tout à l'heure justement de l'effet boule de neige. Mais en réalité, et je vais peut-être vous laisser expliquer ça à la partie justement industrie musicale, et vous allez me dire si vous y avez pensé. Mais en réalité, il y a plein d'autres menaces en fait qui sont plus bloquantes. Tu parlais de ransomware tout à l'heure. Donc là, on n'est pas juste sur le fait de le sortir, on est sur le fait de vous bloquer les produits que vous avez créés. Donc peut-être réexpliquer quelles sont les autres menaces qui peuvent se produire justement en termes de cyberattaque. Diadème ? Alors sur la cyberattaque, je pense que vous êtes les mieux placés pour en parler. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'on a été, parce qu'à l'époque où j'étais au Centre national de la musique, on a eu une commande de l'État. Parce que le gros sujet en 2022-2023, c'était la fraude sur le streaming plus particulièrement. Donc on a été mandaté pour étudier le cas de la fraude, etc. Et donc forcément, partant de là, on est établissement public, l'idée c'est de concerter un peu toute la filière, donc les distributeurs, les artistes, les producteurs, etc. Et en échangeant avec tous, on s'est rendu compte que la fraude était multiple et variée. Alors elle existe depuis toujours. Donc à l'époque, c'était les gens qui allaient acheter des paquets et des paquets de disques à la Fnac. Sauf qu'aujourd'hui, avec le digital, justement, elle est devenue beaucoup plus subtile, elle est devenue beaucoup plus compliquée à détecter. Donc l'enjeu pour nous était de réussir à cartographier, en tout cas, ce qu'on
qu'on pouvait identifier en termes de fraude. Donc les plateformes nous ont beaucoup accompagnés d'ailleurs sur ce qu'elles observaient ou pas. Et donc il y a la fraude au stream en effet, mais il y en a aussi sur l'ISRC, sur le code IBAN pour pouvoir percevoir la rémunération après, sur les faux contenus qu'on met en ligne. En fait, on pense que c'est Jul, mais en fait c'est un autre artiste, etc. Donc sur l'achat à répétition, sur les faux comptes. Donc en fait, ouais, on est un peu entouré par tous ces risques-là, et je pense que votre rôle est hyper important dans ce cadre. C'est que l'idée, c'est de savoir, l'artiste, il produit, donc lui, il a son master et il fait confiance ensuite à son équipe et il met en ligne. Ensuite, est-ce que il faut plus sécuriser les distributeurs? Est-ce qu'il faut plus sécuriser les plateformes? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un échange entre les plateformes et les distributeurs régulièrement pour pouvoir déceler tout ce qui ressort? C'est un peu l'enjeu qu'on a, et je pense qu'il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas de vraie réponse, si ce n'est de sensibiliser le plus possible, de continuer à faire des recherches, de mettre à jour les outils, et puis après, je te laisserai prendre la parole, Zach, parce que c'est un peu ton domaine de prédilection. Il faut savoir que quand on a fait cette étude, on a aussi consulté Zach, parce qu'il a une expertise sur le sujet. Mais je pense que la grosse crainte, c'est ça, et en même temps, c'est à double tranchant, parce que sur les potentiels risques, on se rend compte que parfois les artistes vont eux-mêmes acheter des streams pour pouvoir être mieux référencés dans les tops. Mais voilà, c'est un peu un cercle vicieux. Ah, t'inquiète PH, on va pas te demander. On va pas te demander si t'achètes des streams. Moi, j'avais une question pour toi, justement, Pierre-Hugues. Typiquement, si demain, je te donne un scénario et tu me dis comment tu réagis. Si demain, par exemple, tu travailles sur un album, un produit, une musique, pendant des mois, des semaines, j'imagine que c'est un long process, et que tu reçois un ransomware. Alors, un ransomware, c'est-à-dire qu'on va te bloquer l'accès, en fait, à ton fichier. Tu n'as plus accès à tout ce que tu as produit, et on te demande de payer pour pouvoir, donc une rançon, pour pouvoir y accéder. Est-ce que tu payes? C'est un peu la situation. Ça peut difficilement m'arriver dans le sens où moi j'ai l'authentification de facteurs. Là. C'est bien ça. J'ai pas compris là. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi, Zach? Explique ce que c'est. Allez. Mais PH peut expliquer ce que c'est, pourquoi il l'a mis en place pour la peine. Je l'ai mis en place parce que, en gros, pour se connecter au compte, on peut avoir un code ou encore un autre module, un autre mode de vérification pour authentifier que je sois la bonne personne, que je me connecte à mon compte sur l'interface, quoi. Et généralement, les gens, ils refusent parce que c'est chiant. Parce que c'est chronophage. Mais je refuse, ma banque m'a demandé, j'ai dit non maintenant, je pense que je vais repenser. Mais après, quand on me dit oui à ça pour tout, ça prend du temps. Ouais. Donc moi, je dis oui parce que moi, je veux vraiment être sécurisé, quoi. J'ai des services que je paye, donc j'ai envie justement d'être sécurisé de toutes parts. Après, est-ce que je paierais? Vu qu'on ne peut pas anticiper, on ne peut pas pronostiquer l'avenir, tu as une chance sur 10 ou 15 d'avoir ton banger, hein, parce qu'un tube a une chance sur 10, quoi. Allez, admettons. Donc c'est des probabilités, c'est du loto, c'est côté match, Winamax, tout le bordel. Hein, côté donc, sécurité. en gros, moi je dirais, si j'ai les moyens, oui. Mais là, à ce stade-là, ben non. Je referai d'autres sons. C'est comme toutes les entreprises, en réalité. C'est comme le ransomware dans les entreprises. Alors, côté sécurité, est-ce que la double authentification, elle te permet de t'assurer à 100% de ne pas te faire hacker? Alors, pas forcément, mais en tout cas, ça reste une bonne première étape, et c'est hyper important ce que tu disais, parce qu'il y a justement, au-delà des fuites d'albums ou des fuites de morceaux, l'artiste, ça devient un vecteur d'attaque pour les gens qui sont opportunistes, crime organisé, ce que vous voulez. Il y a de multiples cas sur les réseaux sociaux, puisque les gens maintenant, c'est pas juste je sors un CD, c'est j'ai X compte, Instagram, machin, pour la promo, c'est géré, voilà. Il y a vraiment plein de cas d'artistes où ils se sont fait juste pirater leur compte parce que les méthodes d'authentification n'étaient pas assez robustes. Et derrière, ça devient un vecteur pour aller lancer des arnaques crypto-monnaies auprès des fans, faire passer des messages, que ce soit politiques ou autres. Enfin, voilà, ça devient vraiment... c'est pas juste... L'artiste, c'est un petit peu un package, et tous les moyens sont bons, entre guillemets, pour rentrer dans son univers et en profiter et tirer profit, quoi. Et le MFA, en fait, ça paraît évident comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de personnes, en fait, comme PH, qui me disent bah oui, bien sûr, j'ai activé mon MFA sur mes comptes, sur mes accounts, etc.
par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en fait, il y a une numérisation rapide de l'industrie musicale. Il y a pour les personnes, pour les créateurs de contenu, c'est assez. On est né avec ces technos, etc. On les a adoptés très jeunes. Mais l'industrie en tant que telle, la plupart des grandes entreprises dans la musique, elles ont souvent des contracteurs, des prestataires qui développent pour eux, qui implémentent des choses. Et souvent, c'était comme jadis pour les banques, en fait, ou pour d'autres entreprises, c'est le nice to have, la sécurité. Elle n'est pas au cœur de leurs enjeux. Et quand on échange des images, quand j'échange des images avec mon beau-frère, j'imagine c'est comme un musicien avec son producteur ou un post-prod ou quelqu'un qui lui fait les vocaux ou qu'importe. Tu as envie que ça aille vite. Et les personnes qui font, pareil, dans l'industrie musicale, qui font du mastering ou qui font vraiment un petit truc dans la chaîne de production d'un son, bah, il fait ça pour plein d'autres gens. On connaît des gens qui vont écrire, ils vont écrire pour plein de gens, ils vont faire de la prod pour plein de gens. Ils ont envie que ça aille vite. Et du coup, solution de cloud lambda, sans mot de passe, sans MFA, sans aucune protection. Pareil, pour aller plus loin dans les leaks, le son qui est envoyé dans les WhatsApp, dans les signals, dans les télégrammes, alors dans les signals comme les gouvernements américains, on ne peut pas les prendre en exemple, ceux-là. Mais voilà, donc il y a le partage de son qui n'est pas fait de manière sécurisée. Et derrière, pareil, tout ce qui est backup, etc. Bon, il y a plusieurs Noël que j'ai passé à dépanner des copains qui m'appellent. Alors, pour ceux qui sont fans de rap, il y a la série Validé. Je pense que c'est la première série à parler de ce problème. Il y a un moment donné, un des rappeurs ou un des producteurs, un des protagonistes en tout cas, qui a perdu son disque dur. Il y avait tous ces sons là-dedans. Alors, en langage très technique, on va appeler ça du backup, de la continuité d'activité, etc. Mais en fait, c'est des backups. Si tu n'as pas 3 backups ou dans un système de backup bien comme il faut, etc., et que ton disque dur crame ou ton ordinateur crame, bah, tu peux plus faire de musique. Et si tu avais ton banger là-dedans, comme tu disais, bah, là, t'es mal. Non, mais c'est vrai que sur l'amont, on pense pas à ce volet sécurité parce qu'on est aussi dans une industrie créative, tu vois, où, allez, on y va, on passe des nuits en studio, etc., etc. Et pour nous, le volet sécurité, c'est à partir du moment où le master, il a été remis au distributeur et que lui va devoir le livrer à la plateforme. Donc, on va attendre, tu vois, du distributeur et de la plateforme, que les systèmes soient en place et parce qu'à partir du moment où tu confies ton truc, ça y est, tu vois, tu te dis bon, moi j'ai fait ma part. Moi j'ai fait ma part, maintenant c'est à eux d'assurer la sécurité du truc et on se dit pas que le leak peut provenir d'avant, au moment où on l'a enregistré, où on l'a envoyé aux copains, où on l'a mis sur une clé USB, etc. On pense que le leak il vient à partir du moment où on l'a envoyé déjà à la plateforme et qu'il y a eu un bug dans les systèmes, quoi. Et je pense que ce qui manque c'est aussi une approche par le risque. Et finalement c'est ce que disait PH, c'est de dire est-ce que ce son, s'il leak, c'est grave ou pas? Et la plupart des gens ne se posent pas la question. Parce que peut-être que ce son, je l'ai fait en blaguant, j'ai pas de problème s'il leak, même j'ai envie de l'utiliser finalement comme levier marketing, je le laisse. Et puis si j'ai quelque chose sur lequel je travaille, je consacre de l'énergie, etc., là, je mets en place des niveaux de sécurité un peu plus forte. Il y a un très bon exemple justement très récent qui illustre très bien le propos. C'est arrivé à Eminem là, il y a même pas une semaine, où il y a un de ces ingé-sons en fait qui a été littéralement arrêté et il y avait le FBI qui les a aidés en fait à trouver le leaker, puisqu'il y a je sais plus une vingtaine d'heures pareil de contenu en fait d'Eminem, de démos, de chansons pas sorties, confuitées. Je sais plus si ça a été mis en vente ou à disposition, bref. Et en fait, oui, c'était un de ces ingé-sons. Il y avait, je crois, 4 personnes seulement qui avaient accès au disque dur. Et donc, on voit que la menace potentiellement se déplace et pas juste, OK, au moment où je distribue le CD, c'est quelqu'un qui bossait avec lui depuis quand même des années, en qui, je pense, il se disait, j'ai pas de raison Mais on était, je crois, dans un cas où il avait été remercié, ou en tout cas l'année dernière, et juste derrière. Et ça, on la connaît en cybersécurité, le gars qui est en interne, qui se fait licencier, qui est pas très content et qui du coup va leaker en fait des informations sensibles, d'ailleurs même parfois à des concurrents. Et du coup, ça m'amène à cette question-là. Donc justement, Nadam, tu t'en parlais. Tu disais, en tant qu'artiste, finalement, on pense à la sécurité qu'une fois qu'on a donné le morceau, et en fait, c'est plus notre problème. C'est tout le reste de la supply chain qui va être concerné, mais que finalement, en tant qu'artiste, on est concerné parce qu'on peut être le premier maillon, en fait, un peu comme les collaborateurs pour une entreprise. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les artistes sont assez sensibilisés à ce risque cyber? Est-ce qu'ils en ont conscience? Non, du tout. On devrait aborder aussi
des choses comme ça pour les jeunes artistes. Tu penses de sensibiliser Ouais, ça s'enseigne. Mais on est déjà plus ou moins sensibilisés. L'école de la vie, l'école de la rue, ce que ça lit en interne, c'est pour faire mal. Ouais. Donc il faut bien s'entourer déjà. Un artiste, il se doit d'être entouré de gens, même des fois moins performants. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Donc ça veut pas dire que les gens qui bossent avec moi, ils sont pas performants, mais je préfère des gens qui vont apprendre à mes côtés et sur qui je peux vraiment faire confiance. Et ils vont se développer, ils vont apprendre et ils vont devenir bons. Plutôt que quelqu'un qui est technique, qui est bon, mais je le sens pas. Et je me dis, bon, certes, il a les capacités, il a les skills, mais il va me la mettre à l'envers. Donc moi, je préfère raisonner comme ça. Et le leak externe, là où c'est valorisant, c'est que des gens qu'on ne connaît pas, ils se challengent à vouloir te leaker. Donc ça veut dire que t'es quelqu'un qui pèse. Donc le leak interne, il est bien pire que l'externe. D'accord. Et justement, donc là, on parlait des leaks, après on a parlé justement des différentes d'autres types de cybermenaces. Pourquoi un hacker, il attaquerait dans le secteur musical? C'est quoi son but? Est-ce que c'est le buzz? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que il se sent pris d'une mission de rendre accessible cette musique? Pourquoi les cyberattaquants, ils attaquent dans le secteur industriel? Enfin, dans l'industrie musicale, pardon. Il y a un peu de tout en réalité. Historiquement, ouais, ça pouvait être des fans un petit peu surmotivés qui allaient surveiller la moindre sortie de maison de disques, qui allaient surveiller les serveurs de tiens, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire juste pour être au courant, pour avoir ceci, cela. Maintenant, ce qu'on voit pas mal dans ce qu'on peut surveiller aussi, c'est que c'est souvent lié les gens qui font des annonces sur Telegram, des choses comme ça. On a réussi à avoir ce morceau, etc. C'est souvent lié à trafic de stupéfiants, paris sportifs, vente de chaînes, de ce que vous voulez. Vente de chiens. Non, mais en fait, il y a un peu de tout, quoi. C'est-à-dire que c'est les canaux, pardon. Les canaux, ils se revendent, ça passe de l'un à l'autre, et en fait, c'est pas juste des gens. En fait, finalement, le leak, ça peut rester une activité parmi d'autres activités criminelles. Ouais, c'est clairement ça se. Je me retourne vers toi, c'est toi la prod de la fraude, mais ça commence à se professionnaliser dans le sens où et tout à l'heure tu le disais en fait peut-être qu'il y a eu un moment où il y avait et pareil c'est là où ça rejoint le reste du monde du hacking et de la sécurité. Il y a eu peut-être un moment donné où les hackers il y avait plus de hackers qui faisaient ça pour la fame, pour pouvoir avoir des jobs, pour pouvoir devenir ciseaux dans le futur, etc. Mais de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que ces personnes-là, elles sont embarquées dans des groupes où elles travaillent avec des groupes qui financent en fait, qui les financent derrière, puisque finalement le leak, ça devient le moyen de rabattre des clients, parce que les clients vont venir sur votre DSP pirate, sur lequel vous allez servir soit des pubs pour des choses, de la vente de drogue, de la vente d'IPTV, de la vente de chiens, d'animaux, etc., soit sur des sites avec de la publicité qui déploie des virus. C'est comme les trucs de piratage, quand c'est gratuit, vous êtes en train, c'est vous le produit, dictant sécurité. Donc voilà, donc on voit pas mal ça. Et ce qu'a dit PH est très vrai aussi, c'est pour faire mal. On voit aussi des personnes qui achètent des vulnérabilités ou qui achètent des techniques de piratage, on va dire, pour récupérer le son de tel artiste, ou qui vont payer des pirates pour faire des actions, pour nuire à tel artiste, qui n'a pas payé. Alors, ça peut être soit dans des rixes, on va dire, entre artistes, ou alors ça peut être dans des personnes tierces qui veulent exercer une pression. Et malheureusement, en France, on n'est pas chez BFM, mais on sait qu'on est dans un climat un peu compliqué. On a eu le CEO de Ledger qui s'est fait kidnapper en pensant qu'il avait des bitcoins, qu'il nageait dans le bitcoin comme Picsou chez lui, qui a perdu un doigt, le pauvre, etc. Mais on voit aussi certains artistes qui se font menacer par des groupes, etc. Ces groupes-là, ils peuvent aller. C'est un moyen parmi tant d'autres. Et est-ce qu'on peut imaginer, parce que nous on en parle un peu dans d'autres secteurs, le cyber-espionnage, c'est-à-dire que ça va avoir pour objectif de récupérer des informations potentiellement de concurrents. Est-ce que dans ce cadre-là, vous avez déjà peut-être vu ce genre de tentative, mais fait par des chanteurs ou musiciens concurrents? Tu parlais de Rix tout à l'heure. Est-ce que... Déjà, pour compléter peut-être ce que vient de dire Zach, pour nous, le hacker, c'est un prestataire. Tu vois, le problème, c'est pas vraiment le hacker. Pour nous, c'est le commanditaire. C'est la personne qui va contacter le hacker pour qu'il y ait cette action derrière, tu vois, au sein de la fraude. Et sur les différentes catégories impactées, on a identifié 4 catégories.
tu as l'artiste hyper connu, tu vois, qui est toujours en haut, qui va avoir une nouvelle sortie, qui va vouloir maintenir, tu vois, ce statut de je suis toujours en haut, et on va constater qu'il peut y avoir de l'achat de stream sur son catalogue. Donc là, c'est un maintien de notoriété. Je suis le roi, je reste le roi. La deuxième catégorie, ce sont les artistes qu'on va appeler émergents, tu vois, qui vont vouloir être bien positionnés dans les playlists, qui vont vouloir avoir de beaux partenariats ou se faire repérer pour pouvoir être signés après sur un meilleur label, etc. Donc ça, il y a cette demande on peut constater, pas majoritaire, mais en gros, on voit que la fraude, c'est beaucoup en dessous du top 10 000, tu vois, donc on voit que c'est plutôt l'émergence. La troisième catégorie, c'est plutôt cette envie de financier, tu vois, de faire revenir du revenu derrière. Donc là, on va avoir des contenus de 35-45 secondes qui vont être mis en ligne, et on sait que, donc pour ceux qui savent pas, un stream, il est considéré à partir de 30 secondes d'écoute. Donc à partir de 30 secondes, on considère que le titre a été écouté et qu'il est rémunéré. Donc tu vas retrouver en ligne des titres de 35-45 secondes pour pouvoir avoir du revenu derrière. Et le dernier point, c'est... alors ça, il y en a beaucoup qui n'y croient pas, mais je pense que ça existe, mais c'est nuire à l'artiste concurrent. Donc tu en as qui vont acheter pour qu'ensuite le titre du concurrent soit identifié et soit... C'est tendu quand même. C'est tendu, mais on l'a vu. Tu vois. Donc qui vont acheter le concurrent, mais pour qu'il se fasse détecter par le système de sécurité, voilà, de la plateforme. Tu vois. Donc il se fasse bannir. Exactement. Exactement. Ok. Est-ce que tu veux réagir à ça? Parce que je vois que... Tu as entendu parler de ce genre de pratique? Non, mais c'est malin, quoi. C'est très malin. Je ferais pas un truc comme ça, mais c'est drôle. Moi, ça me fait rire. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, on allume, par exemple, notre plateforme de stream, là, et on écoute en boucle un titre précis. Ah non, tu n'as même plus besoin de faire ça. Maintenant, tu vas sur Google, tu tapes achat de stream, okay. Tu vois, tu as plein de sites. Il y a un gros travail d'ailleurs derrière pour essayer de les faire take down, mais tu as plein de sites qui vont s'afficher et qui vont te dire, en France aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir un site internet qui dit on peut acheter des streams sur telle plateforme ou telle plateforme. Tu mets ta carte bancaire, tu payes, tu décides du volume de stream que tu veux acheter et tu mets le lien. En plus, tu vas sur Spotify, tu prends le lien du titre, tu colles le lien et puis tu as rajouté 100 000 streams sur ce titre-là. Mais bon, faut que ça soit détecté parce qu'on donne de l'argent aux concurrents, là. Exactement. Parce que si c'est pas détecté, prend les royalties. Généralement, c'est la technique détectable. Si tu fais ça, tu fais un pic ils font exprès de faire un pic, exactement. Un pic comme ça, tu vois, pas même exponentiel, ça serait limite chill, mais là, c'est un pic vraiment vertical, tu vois. Un Dirac. C'est ça, exactement. Donc comme ça, c'est cramé, quoi. Exactement dit. D'accord. Ouais. Et typiquement, alors avant de finir cette émission, parce qu'on arrive à la fin, est-ce que vous avez déjà est-ce que vous pouvez peut-être me raconter une histoire sans nécessairement nommer de client ou quoi que ce soit, mais pour un peu étayer le propos d'une attaque qui a touché, notamment failli toucher, peut-être que vous avez réussi à le déjouer, un artiste? Alors, non, on en a plusieurs. Une bien croustillante. On en a plusieurs. Je vous laisse réfléchir. Mais on peut en parler. Il y a différentes histoires intéressantes, je pense. Et je sais que Julien est très humble, donc il ne voudra pas en parler. Mais dans le cadre de la R&D qu'on fait, nous, c'est qu'on essaie de trouver aussi des vulnérabilités dans les plateformes qui sont utilisées par les hackers, par les attaquants, par les pirates en réalité. Parce que nous aussi, on est un peu hacker. Hein. Un hacker, c'est la bidouille. C'est comprendre le système et essayer de trouver des failles dedans. Mais nous, on se dit que c'est pour le bien. Hein. On va se dire ça. On est du bon côté de la barrière. On espère que c'est pas un gros biais d'autorité, mais a priori de conformité. Mais donc, on essaie de trouver les vulnérabilités qu'ils utilisent. Donc, on fait de la R&D, on participe à des bug bounty le samedi. Donc, on essaie de trouver des vulnérabilités sur des plateformes communes. Et notamment, une des vulnérabilités qu'on a trouvées, c'est dans une plateforme connue, donc, et qui était en lien avec un système de Wi-Fi. On a réussi à trouver des vulnérabilités au niveau de leurs API. Et à partir de leurs API, on arrivait à extraire des données qui étaient utilisées par des leakers. Les leakers, ils utilisaient cette technique pour récupérer des sorties d'albums et récupérer des données pour plein de types d'artistes. Donc, c'était tout artiste qui envoyait sa musique dans cette plateforme, en fait, avait sa musique qui fuitait. Et nous, on avait réussi à faire du reverse engineering sur leurs outils, sur leurs intégrations, sur la supply chain. Et ça nous a permis de bloquer un certain nombre d'attaquants.
Alors, à la suite de tout ce qu'on a pu se dire, toi, Pierre-Hugues, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis que tu as appris des choses, que c'est un secteur, finalement, enfin une industrie, parce que finalement, ça devient une industrie dans les cyberattaques, c'est une entreprise, quelque chose que tu ne connaissais pas. Est-ce que ça t'inquiète? Tu te dis qu'il faut être beaucoup plus vigilant. Tu me parlais tout à l'heure de sensibilisation, qu'il faudrait plus sensibiliser les artistes. Voilà, à la fin de cette émission, qu'est-ce que tu en retiens? Alors moi, je suis venu là pour apprendre des choses. De base. Moi, je vais à l'école, j'apprends, j'écoute. Et quand on voit l'avancée de la technologie, là, tout va si vite que déjà, parce que vous êtes jeune, mais après vous allez prendre de l'âge, donc faut être en phase avec l'actu puis ce qui se passe dans ces schémas, parce que je pense que ça va aller très vite. Et on se doit d'être prévenu et d'utiliser les bons process, les bonnes méthodes pour bien protéger nos œuvres et vivre de manière plus posée, parce que c'est assez stressant comme truc quand même. C'est un métier stressant, je pense que vous pouvez le confirmer. C'est pas un métier oui, même pour l'artiste, en fait, nous, notre objectif, c'est ça. Notre objectif, l'artiste, c'est comme un utilisateur qui est dans notre entreprise, c'est de réduire sa charge cognitive. On n'a pas le choix, hein, notre PDG, il nous martèle ça. On a une boîte de musique activée par la tech. C'est peut-être le différenciant qu'on va avoir dans ce monde. Donc nous, notre objectif, c'est pas de faire de la tech pour faire de la tech, c'est pas de faire de la sécurité pour nous kiffer. Ça, on le fait le week-end parce qu'on est passionné. Mais notre objectif, c'est de réduire la charge cognitive des artistes. Comme ça, eux, ils sont focus sur la création, avec des process, avec des méthodologies, avec des partenariats et des échanges avec des personnes du milieu, etc. Tu vois. C'est ça, et puis pouvoir en fait les accompagner en cas de problème. C'est-à-dire que si ça leur arrive, tiens, je me suis fait, je sais pas, je reçois un mail ou ma chaîne YouTube s'est fait ceci, cela. Généralement, on est les gens qu'ils appellent en premier, parce que voilà, et donc faut être capable de pouvoir les accompagner, voilà, lancer les process nécessaires, leur donner les bons conseils et pouvoir remettre les choses en ordre de marche en fait pour qu'ils puissent reprendre leur vie. Parfait. Mais écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie d'être venu, d'avoir répondu notamment à mes questions. Merci également au public qui va regarder cette émission prochainement sur YouTube. N'oubliez pas de commenter, de liker et de partager. C'est ce qui nous donne de la force. Aujourd'hui, on est en partenariat avec Believe et c'est ce qui nous a permis de prendre justement cette thématique sur l'industrie musicale. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission Risque Intel Média.